Le quai numéro 4 est plongé dans une brume épaisse et glaciale. Le givre recouvre les dalles de béton, crissant sous chaque pas. Le vent s'engouffre entre les piliers de métal, produisant un sifflement aigu qui se répercute contre les parois vides de la gare. Aucune annonce ne résonne, aucun passager ne s'attarde. Seule une vapeur blanche s'échappe des bouches d'aération, se mélangeant au brouillard. La visibilité est réduite à quelques mètres. L'air est si froid qu'il engourdit les articulations et fige le souffle dans la gorge. Le silence est total, interrompu uniquement par le battement sourd d'un signal lumineux qui clignote dans le vide. Le quai semble suspendu hors du temps, un espace désert où chaque mouvement devient une intrusion. Le froid pénètre les couches de tissu. La brume s'épaissit, effaçant les contours des bancs en fer et des poteaux indicateurs. Tout semble figé dans une attente silencieuse. Une solitude sensorielle qui s'installe sur le quai désert, transformant ce lieu de passage en une zone d'isolement absolu. Luca émerge de la brume, son sac à dos pesant sur ses épaules. Il avance d'un pas rapide, cherchant à échapper au courant d'air qui balaie le béton. Ses yeux balayent le quai désert, s'arrêtant sur l'unique banc en fer forgé. Le seul point abrité du vent. Une silhouette est là, immobile. Luca ralentit. Il observe le corps voûté, replié sur lui-même, semblant faire partie intégrante de la structure métallique. Le jeune garçon s'immobilise à quelques mètres, ses pieds ancrés dans le sol gelé. Il plisse les yeux pour percer la pénombre, cherchant à distinguer un mouvement, un signe de vie. La silhouette ne réagit pas, comme si elle était sculptée dans le froid. Luca hésite, le poids de son sac lui tire les épaules, mais il fait un pas de plus. Il se rapproche, scrutant la posture figée de cet inconnu. L'inquiétude monte, mêlée à une curiosité soudaine. Il ajuste la sangle de son sac, ses doigts engourdis par le gel, et avance encore. Lucas s'approche davantage, ses bottes crissant sur le sol recouvert de givre. Il se place à une distance respectueuse, les yeux fixés sur les mains de l'inconnu. Ses mains sont posées sur ses genoux, et elles tremblent violemment, un mouvement saccadé et incontrôlable qui semble épuiser le reste de son corps. L'homme serre un objet contre lui, ses doigts noueux se crispant sur le tissu sombre. Chaque spasme fait bouger ses épaules, accentuant sa posture voûtée. Luca observe la peau fine, marquée par le temps, qui se contracte sous l'effort de maintenir cette prise. Le tremblement est si intense qu'il semble résonner dans le silence du quai. Luca sent une tension nouvelle dans sa propre poitrine. Il voit la fragilité extrême de cet homme, une vulnérabilité qui dépasse la simple sensation de froid. Il fait un pas de plus, ses muscles se tendant, prêts à intervenir. Il ne peut ignorer ce spectacle de détresse physique. Ses propres doigts, engourdis, se referment sur la sangle de son sac, une réaction réflexe à la douleur qu'il perçoit chez l'autre. Il se penche légèrement, cherchant à capter un regard, une once de conscience, pour briser cette solitude qui semble paralyser les mains de l'inconnu. Luca avance encore, ses bottes marquant le sol gelé. Il sort son gobelet de café, la vapeur s'élevant en volutes blanches dans l'air glacial. Il tend le récipient vers l'homme, le bras tendu, offrant cette source de chaleur comme une encre dans le vide. L'homme met un temps infini à réagir. Il lève lentement la tête, ses yeux vitreux fixant le vide, perdu dans une contemplation lointaine qui semble ignorer la réalité immédiate du quai. Luca insiste, avançant le gobelet jusqu'à ce qu'il effleure les doigts tremblants de l'inconnu. Le contact est bref, une collision de texture. L'homme saisit le gobelet. Ses doigts se referment autour du récipient, absorbant la chaleur qui irradie à travers le carton. Lucas observe alors le changement. Une étincelle, presque imperceptible, traverse les pupilles de l'inconnu. Le regard se stabilise. Il porte le gobelet à ses lèvres, ses mains se calmant sous l'effet de la chaleur transmise. Lucas se tient debout, observant cet apaisement. Lucas s'assoit sur le banc. Le bois est dur et glacé sous lui. Il ignore le sifflet aigu du train qui déchire l'air au loin, annonçant son arrivée imminente. Le vieil homme ne tourne pas la tête. Il garde les yeux fixés sur les rails, ses pupilles suivant le tracé métallique qui disparaît dans le brouillard. Il resserre sa prise sur le gobelet, ses articulations blanchissant sous l'effort. D'une voix rauque, presque un souffle, il murmure que son fils doit arriver par le train de 8 heures. Luca fronce les sourcils, cherchant à comprendre. Il demande quel jour, espérant une précision, une date, un repère. L'homme tourne alors lentement le visage vers lui. Son regard est vide de toute notion de calendrier. Il répond simplement « chaque jour depuis 10 ans ». La phrase tombe,
lourde, suspendue dans l'air givré. Le grondement du train approche, faisant vibrer le sol sous leurs pieds, mais l'homme ne bouge pas. Le train entre en gare dans un fracas de frein et de métal, mais le vieil homme reste immobile, ses yeux cherchant toujours un visage. Le silence s'installe, lourd, seulement interrompu par le grésillement métallique des haut-parleurs de la gare qui annoncent des départs lointains. Luca reste immobile sur le banc, le souffle court. Il regarde ses propres mains, puis celles de l'homme, noueuses et marquées par le temps. Une pensée surgit, brutale, percutant son esprit. Son propre père est parti sans laisser d'adresse il y a des années de cela. La sensation de vide qu'il porte en lui depuis tout ce temps se réveille soudainement. Il sent une pression monter dans sa poitrine, un étau qui se resserre. Il observe le vieil homme dont le regard est toujours fixé sur les rails et y voit le reflet de sa propre attente inavouée. Il imagine son père sur un quai, dans une autre ville, être dans une situation similaire. La douleur de cette connexion est physique, une brûlure sourde. Le monde autour d'eux semble s'effacer, ne laissant que ce banc, ce froid glacial et le poids insupportable des absences qui les définissent tous les deux. Le temps semble se suspendre, étirant cette souffrance partagée dans l'air immobile de la gare. Luca rompt le silence. Il bouge lentement pour ne pas effrayer l'homme. Ses doigts glissent dans l'ouverture de son sac à dos. Le tissu frotte contre ses paumes. Il en extrait le sandwich, emballé dans un papier qui craque sous la pression. Il le dépose avec précaution sur les genoux de l'inconnu. Le vieil homme ne réagit pas immédiatement. Ses mains, toujours crispées, effleurent le papier. Il finit par relâcher sa prise. Il saisit l'objet. Ses articulations se détendent. Luca observe le mouvement. Il sent la tension dans l'air diminuer. Le froid semble moins perçant. Le vieil homme porte le sandwich à ses lèvres. Il mâche lentement, un rythme lent qui s'accorde avec le calme revenu. Luca se penche légèrement vers lui, une inclinaison qui marque une proximité nouvelle. Ils partagent ce moment de survie simple. La distance entre leurs deux solitudes s'est réduite. Ils sont désormais deux silhouettes unies par le partage, ancrées sur ce banc. Le vieil homme finit sa bouchée. Il pose le papier sur le banc, ses mouvements sont désormais fluides. Il tourne la tête vers Luca. Ses yeux, jusque-là perdus dans le vide, se fixent sur le visage du jeune homme avec une intensité soudaine. Il ouvre la bouche. Sa voix est un murmure rauque, presque un souffle qui déchire le silence du quai. Il prononce un nom, Lucas. Le prénom résonne dans l'air glacé. Lucas se fige. Son cœur manque un battement, puis s'emballe contre ses côtes. Il n'a jamais dit son nom à cet inconnu. Il n'a jamais croisé cet homme avant ce matin. Une onde de choc parcourt ses épaules. Il recule instinctivement, ses talons frappant le sol gelé avec un bruit sourd. Il porte sa main à sa poitrine, cherchant une explication. Ses doigts rencontrent le plastique rigide de son badge scolaire accroché à sa sangle. Il le pointe du doigt, les mains tremblantes. Le vieil homme ne sourit pas. Il continue de le fixer avec une certitude déconcertante. Lucas sent un frisson parcourir son échine. Luca baisse lentement la main. Il ne pointe plus son badge. La peur initiale s'estompe, remplacée par une curiosité lancinante. Il s'assoit à nouveau, plus près cette fois. Le vieil homme ne détourne pas le regard. Il parle de la gare, non pas comme un lieu de passage, mais comme un point de rupture. Il évoque les départs qui ne laissent aucune trace. Ces silences qui s'installent derrière une porte refermée. Luca écoute. Il pense à son père, à ce vide laissé dans le couloir de l'appartement il y a 10 ans. Il prend une inspiration profonde. Il demande comment on survit à l'absence. Le vieil homme répond par un geste lent. Il désigne les rails qui s'étirent vers l'horizon. Il explique que chaque départ est une cicatrice, qui finit par dessiner une nouvelle carte de soi. Il parle des valises qu'on ne boucle jamais, des mots restés coincés dans la gorge. Leurs voix se mêlent au vent. Lucas sent la pression dans sa poitrine se desserrer. Ce n'est plus un inconnu qui lui parle, c'est un miroir. Chaque phrase échangée agit comme un baume. Le brouillard semble s'éclaircir autour du banc. Ils ne sont plus deux étrangers, mais deux voyageurs. Lucas serre les poings, ses phalanges blanchissent sous la tension. Il avoue enfin la colère qui brûle en lui depuis 10 ans. Il parle de l'abandon, de la colère contre cet homme qui est parti sans un mot, sans laisser d'adresse, laissant derrière lui un vide insupportable. Il crache ses mots comme on vide une plaie infectée. Le vieil homme l'écoute, immobile. Il attend que le silence revienne sur le quai. Il pose alors une main ridée sur l'avant-bras de Luca. Son toucher est ferme, stable. Il incline légèrement la tête, ses yeux fixés sur l'horizon brumeux. Il murmure d'une voix calme. « Ne déteste jamais ceux qui partent, Luca.
Le garçon se raidit, prêt à protester, mais le vieil homme poursuit sans ciller. Parfois, ils ne savent tout simplement plus comment revenir. La honte devient une barrière plus haute que les montagnes. Ils ne fuient pas l'amour. Ils fuient leur propre incapacité à être à la hauteur de ce qu'ils ont laissé derrière eux. Ces mots frappent Lucas comme une onde de choc. Il desserre les doigts. La colère si familière semble soudain perdre sa substance, se dissoudre dans l'air froid. Il réalise que son père n'était peu, être pas un monstre d'indifférence, mais un homme brisé par sa propre faiblesse. Le poids qui pesait sur ses épaules depuis une décennie se déplace, se transforme, laissant place à une étrange et vertigineuse clarté. Une sonnerie stridente déchire le silence du quai. Lucas sursaute. Il sort son téléphone de sa poche, l'écran affiche l'heure de son départ. Il doit y aller. Il se lève brusquement, ses jambes engourdies par l'immobilité prolongée. Il range son appareil, le souffle court, encore imprégné par la profondeur de leur échange. Le vieil homme se lève à son tour, avec une lenteur calculée. Il ne dit rien, mais ses yeux suivent chaque mouvement de Lucas. Alors que le garçon s'apprête à faire un pas vers la sortie, le vieil homme lui saisit la main. La poigne est ferme, surprenante pour quelqu'un de si frêle. C'est une pression solide, un ancrage qui semble vouloir retenir le temps. Lucas sent les os de la main du vieil homme sous sa peau. Il ne peut pas détacher son regard de cette prise. Le vieil homme incline la tête. Un léger mouvement de menton qui ressemble à un adieu définitif. Lucas sent une pulsation, un battement régulier qui passe de la main de l'inconnu à la sienne. Il reste figé une seconde de trop, captivé par cette force. Il finit par libérer sa main, reculant d'un pas. Le vieil homme reste immobile, sa silhouette se détachant sur le fond grisâtre des rails. Lucas franchit le seuil de sa maison, mais le monde extérieur semble avoir perdu sa consistance. Il dépose son sac dans le couloir. Le bruit sourd du cuir contre le parquet résonne comme un écho lointain. Il erre dans les pièces, ses pas frappant le sol. Chaque objet de sa chambre lui semble étranger, comme s'il observait sa propre vie depuis une distance infranchissable. Il s'allonge sur son lit, les yeux fixés sur le plafond. Les ombres dansent, prenant par moments la forme de la silhouette voûtée. Il ferme les paupières, mais l'image de la main ride et serrant la sienne revient, lancinante. Il se retourne, les draps s'en mêlent. Le silence de la nuit est oppressant. Il se relève, boit un verre d'eau, le liquide froid glisse dans sa gorge sans apaiser l'agitation. Il s'assoit au bord du lit, les mains jointes. La confusion laisse place à une certitude brutale. Il ne peut pas laisser cette rencontre sans suite. Il se lève, s'habille dans le noir. Il ne cherche plus le repos, il cherche le quai. Il sait qu'il doit retourner là où le temps s'est arrêté. Le quai numéro 4 est baigné dans une lumière crue, sans la brume protectrice de la veille. Lucas avance. Ses pas résonnent contre le béton froid avec une netteté qui lui fait mal aux tempes. Il scanne chaque recoin, ses yeux se fixant immédiatement sur le banc en fer forgé. Il est vide. Le métal semble plus terne, dépourvu de la présence qu'il habitait quelques heures plus tôt. Lucas accélère, ses pieds frappent le sol avec une urgence croissante. Il arrive à hauteur du banc et s'arrête net. Il pose une main sur l'assise. Le fer est glacé sous ses doigts. Il n'y a aucune trace, aucun reste, pas même le froissement d'un papier. Le silence du quai est total, un vide sonore qui lui comprime les tempes. Il fait demi-tour, scrute les ombres derrière les piliers, espérant apercevoir une silhouette, un mouvement, n'importe quoi. Lucas s'arrache au quai, ses jambes propulsant son corps vers le kiosque à café. Il court, ses poumons brûlent sous l'effort, mais il ne ralentit pas. Il atteint le comptoir, ses mains frappent le métal froid avec une violence sourde. Le vendeur, occupé à nettoyer une machine, sursaute et lâche son chiffon. Lucas ne lui laisse pas le temps de parler. Il halète. Ses mots se bousculent dans un flux désordonné. Il décrit l'homme, ses gestes sont nerveux, saccadés, dessinant des formes dans l'air. Il insiste sur la silhouette voûtée, sur le manteau gris, sur la manière dont les mains tremblaient. Il répète les détails, encore et encore, comme si la précision de sa description pouvait faire apparaître l'inconnu. Il s'appuie sur le comptoir, son visage à quelques centimètres de celui du vendeur. Ses yeux fouillent le regard de l'homme. Il demande où il est, pourquoi il n'est plus là, pourquoi le banc est resté vide. Sa voix monte, trahissant une panique. Le vendeur cesse tout mouvement. Le bruit de la machine à café s'éteint, laissant place à un silence soudain, presque palpable. Il pose son chiffon sur le comptoir. Ses gestes perdent leur vivacité habituelle. Ses yeux se fixent sur un point invisible derrière Lucas.
Il soupire, un son grave qui semble peser sur l'air entre eux. Il secoue lentement la tête, une expression de regret profond s'installant sur ses traits. Il explique que personne ne s'assoit plus sur ce banc, car l'homme que Luca décrit a cessé de vivre ici même, il y a 2 ans déjà. Chaque syllabe frappe Lucas comme un choc physique. Le garçon recule d'un pas, ses mains se crispent sur le bord du comptoir pour éviter de vaciller. Il sent le sol se dérober sous ses semelles. Le monde autour de lui se fige, les sons de la gare deviennent lointains, étouffés. Il cherche une faille dans le discours du vendeur, une hésitation, mais le visage de l'homme en face est d'une gravité absolue. Une douleur sourde irradie dans sa poitrine. La réalité vient de se briser, laissant Luca face à un vide immense. Le vendeur tend un bras tremblant vers le mur derrière lui. Son doigt pointe une petite plaque de métal, fixée juste au-dessus du comptoir. Luca suit le mouvement, ses yeux se verrouillant sur l'objet. La plaque est terne, marquée par le temps, surmontée d'une photographie jaunie, par les années et la lumière crue de la gare. Lucas s'approcha, ses pas sont lourds, presque mécaniques. Il se penche, le nez à quelques centimètres, de la vitre protectrice. L'image est floue, les contours du visage sont estompés par le grain du papier, mais le trait principal demeure intact. Il fixe les lèvres, les coins de la bouche légèrement relevés. C'est ce même sourire, cette courbe précise qu'il a croisée la veille sur le banc. Le monde autour de lui bascule. Il compare mentalement le souvenir de l'homme vivant et l'image figée sur le mur. Il n'y a plus d'espace pour le doute, plus de place pour une explication rationnelle. Chaque détail de la photo, la position de la tête, l'inclinaison du regard, tout correspond. La réalité se fragmente. Luca apporte une main à son front. Ses doigts effleurent sa peau glacée. Il regarde à nouveau la plaque, puis le vendeur, cherchant une erreur. Luca recule d'un pas. Ses talons heurtent le sol en béton avec un claquement sec. Ses mains, qu'il porte instinctivement devant lui, tremble violemment. Il cherche un point d'ancrage, mais les murs du kiosque semblent osciller. Il regarde ses propres doigts, puis la photo jaunie, incapable de réconcilier les 2 images. Le temps ne s'écoule plus de manière linéaire. Il se replie, se fragmente. Il se souvient de la chaleur du café, de la texture du gobelet, du poids du sandwich dans sa main. Tout était si tangible, si réel. Il ferme les yeux, espérant que l'obscurité effacera cette vision. Mais l'image du vieil homme reste gravée sur ses paupières. Il rouvre les yeux, le souffle court, cherchant de l'oxygène dans cet air devenu trop dense. Il pivote vers le quai numéro 4, là où le banc de fer forgé trône, immobile et froid. Il voit l'espace vide, mais son esprit projette encore la silhouette voûtée. Il réalise alors que la frontière entre le présent et le passé vient de s'effondrer. Il n'a pas simplement croisé un inconnu, il a touché une cicatrice du temps. Ses jambes flanchent, il s'appuie contre le comptoir pour ne pas s'effondrer. Le vendeur l'observe en silence. Luca comprend que ce qu'il a vécu dépasse la raison, une faille ouverte dans le tissu de sa propre existence. Le vertige s'estompe lentement, laissant place à une clarté nouvelle. Luca baisse les yeux vers ses mains, celles-là même qui, la veille, avaient partagé un café avec un fantôme. Il ne cherche plus à comprendre le comment, ni à nier l'impossible. Il se tient immobile au milieu du quai, le tumulte de la gare semblant s'éloigner, étouffé par une chape de silence. Il pense à son père, à ce départ brutal, à ce vide qui, pendant 10 ans, a creusé une tranchée dans sa vie. La douleur, autrefois tranchante et froide, semble se dissoudre. Ce n'est pas une disparition de la blessure, mais une cicatrisation inattendue. Il réalise que cette rencontre n'était pas un hasard, mais un écho, une réponse silencieuse à son propre appel. Il porte une main à sa poitrine, là où la pression était si forte quelques minutes auparavant. Le poids a disparu. Il regarde le banc de fer forgé, non plus comme un lieu de deuil, mais comme un point de jonction. Le vieil homme ne l'a pas seulement remercié. Il a offert à Luca une forme de pardon, une réconciliation avec l'idée même de l'absence. Il inspire profondément. L'air glacé de la gare ne semble plus piquant mais pur. Il ferme les yeux, laissant cette paix nouvelle infuser chaque fibre de son être. Il ouvre les yeux, un calme souverain sur le visage, prêt à accepter que certaines absences ne sont que des présences sous une autre forme. Luca se tourne une ultime fois vers le banc de fer. Il observe le métal froid, les lattes sombres, l'espace vide, où, la veille encore, une présence semblait ancrée. Il pose sa main sur le dossier, sentant la rugosité du matériau sous ses doigts. Il ne cherche plus de réponse.
Le sifflement du train arrivant à quai déchire l'air, mais Lucas ne sursaute pas. Il retire sa main, redresse les épaules et ajuste la sangle de son sac. La cicatrice de 10 ans est devenue une simple ligne sur sa peau. Il fait un pas, puis un autre, s'éloignant du quai numéro 4. Ses pas sont réguliers, fermes. Il quitte la gare, s'enfonçant dans la lumière du jour qui se lève. Le vide en lui est comblé, apaisé et définitive. Please subscribe this channel for more videos. Veuillez vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos.